tous, je m'appelle Juliana. Aujourd'hui, on est au premier Talk Hep Talks avec Emmanuel qui va nous raconter un petit peu sur son expérience. On va discuter un petit peu sur les stratégies, gestion de l'expérience client, des PME, des stratégies pour améliorer les résultats des entreprises. Bienvenue Emmanuel, merci beaucoup d'accepter mon invitation. Bonjour Juliana, merci de m'avoir invitée. Pour commencer, qui est Emmanuel? Raconte-nous. Alors, qui est Emmanuel? Donc, moi, j'ai travaillé plus de 20 ans en entreprise. Maintenant, je suis consultante en marketing et communication pour des TPE et quelques PME. Voilà, je travaille aussi pour des entrepreneurs, des métiers type profession libérale aussi, des cabinets d'avocats, des sophrologues et des TPE dans le secteur de l'industrie, de l'énergie. Et quelques PME et TPE dans le secteur événementiel. Voilà, parce que j'ai travaillé plus de 24 ans dans l'univers de l'organisation de salons et de foires et où j'ai été directrice marketing. Et maintenant, je fais du conseil auprès de ces gens-là, entre autres, et aussi, je suis professeure aussi, intervenante dans des écoles de commerce sur le marketing stratégique, le marketing aussi événementiel. Voilà, j'ai 2 matières. Ah, super. Donc, tu utilises toute ton expertise maintenant pour aider les autres et les étudiants aussi. Super. C'est ça, tout à fait. Ouais. Emmanuel, en ce moment, on est en contexte un petit peu différent. Moi au Brésil, toi en France. Qu'est-ce que tu vois qui s'est passé par rapport à la pandémie? En ce moment, la consommation, les comportements clients a changé et ça fait les changements des entreprises aussi. Qu'est-ce que tu as perçu dans ce contexte? Alors, qu'est-ce que j'ai perçu? J'ai perçu que les gens sont de plus en plus volatiles. Les consommateurs vont de plus en plus d'un concurrent à l'autre. Donc, les marques ont dû se poser des questions, notamment au niveau de leur culture client, ce qu'on appelle la culture client, c'est-à-dire comment arriver à garder ses clients, à les fidéliser, mais aussi comment les écouter et arriver à anticiper leurs besoins. Donc ça a été une démarche plus réactive par rapport à avant. Et l'enjeu prioritaire, c'est de travailler sur leur offre, leurs solutions et comprendre vraiment quelle est la problématique du client, plus que de vendre un produit ou un service. Donc ça, ils en ont pris conscience et je trouve que depuis le Covid, on veut faire adhérer les clients dans une communauté, ce qui est quand même de plus en plus fréquent. Ça l'était, mais encore plus. Et on se rend compte que cette communauté, elle veut être engagée uniquement si elle a confiance en la marque, en la plateforme de marque. Et surtout, si les marques vont vers des causes maintenant qui sont très made in France, écologiques, respect, les causes sociales, les enjeux sociétaux, je dirais. Et puis tout ce qui est pour qu'elle soit engagée et avec des valeurs humaines, ça c'est très important pour les consommateurs en France. Voilà. Et ça l'est de plus en plus. C'est un véritable phénomène de société pour tout ce qui est en fait. On va vers plus d'entreprises qui sont des entreprises, ce qu'on appelle à mission. Voilà, qui ont des missions et les missions de l'entreprise et ses valeurs sont de plus en plus revues et corrigées depuis 2 ans parce que on est en pleine crise en France, crise financière, crise sociale. Donc, il faut revoir son marketing mix, son prix, son produit, son service et surtout l'expérience qu'on va offrir à ces personnes, à ses clients pour qu'ils restent en fait clients de sa marque. Voilà ce que ça peut approcher plus les valeurs humaines, c'est ça? Les valeurs humaines, oui, et respectueuses de l'environnement. Et tout ce qui est éthique aussi, l'éthique, la transparence, ne plus mentir sur ce qu'on peut dire, par exemple, le green bashing, ce qu'on appelait dire qu'on est respectueux de l'environnement, mais en fait, on fait des jolies plaquettes et des flyers en disant qu'on est écologique et en fait, on ne l'est pas du tout quand on regarde dans les entreprises ce que font les employés, les salariés. Donc voilà, c'est maintenant, on n'a plus droit à l'erreur, on n'a plus le droit de mentir et les consommateurs changent de plus en plus facilement de marque. Donc il faut
il faut rester vraiment dans ces causes très, très engagées. Oui, et toujours parler la vérité. C'est que, parce Dire que je la pense vérité. qu'aujourd'hui, plus C'est que un jamais, enjeu. les entreprises peuvent vendre n'importe quoi, pour parler n'importe quoi, mais les clients sont vraiment intéressés à voir les certifications. Est-ce que ça c'est vrai? Savoir qu'est-ce que les gens parlent aussi d'eux, comment, Alors ça, pour c'est de avoir plus en cette plus crédibilité, important. Oui, n'est-ce pas? tout à fait. Oui, la crédibilité, il faut beaucoup de signes extérieurs pour donner confiance, en fait. Pour donner confiance, les consommateurs ont plus confiance en plein d'entreprises qui les ont trompés. Donc, les marques doivent être crédibles. Et pour ça, elles vont aller chercher justement des labels pour tout ce qui est développement durable et causes écologiques. Il y a des normes, hein, en France, c'est très normé. Donc, on aime beaucoup les procédures et les normes. Donc, il faut vraiment, il faut, euh, il faut avoir quelqu'un qui s'en occupe. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est payant à la fin parce que les clients, c'est ce qu'ils regardent en premier, en fait, hein. Si on a le label, et c'est un critère de choix, en fait, de sélection de marques. Il a changé aussi comment les consommateurs cherchent leurs marques. Qu'est-ce que tu as perçu en ce Alors, moment? maintenant, encore plus depuis le Covid, hein, on a tous été en visio, on a été sur Internet en confiné. Donc, en fait, tous les gens qui ne connaissaient pas Amazon, maintenant, on n'achète plus que sur Amazon. Voilà, on a pris des mauvaises habitudes et à chercher des marques avant d'aller dans les enseignes, les acheter dans le retail, dans les magasins, on va aller chercher sur Google ou sur un moteur de recherche on va taper le besoin en fait, hein. Si on a besoin de meubler sa maison, on va aller taper mobilier je sais pas, des chaises et on va regarder quelles sont toutes les chaises qui existent et peut-être qu'on va l'acheter directement via Internet. Donc c'est la naissance du e-commerce, la renaissance du e-commerce, une autre façon d'acheter. Mais aussi, on se rend compte quand même que les gens vont beaucoup après tester les produits sur place. Ils vont aller les tester, ils vont aller les toucher. Voilà, ils ont besoin quand même de contact physique, comme sur les salons, par exemple, hein, où les salons digitaux n'ont pas marché en France, parce qu'en fait, on se rend compte que les gens ont besoin de se voir et d'interagir ensemble, de dialoguer, et qu'il y ait du contact. Et l'humain est quand même redevenu encore plus important qu'avant. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais en France, on a eu toutes les plateformes de e-commerce qui sont nées pendant 2 ans. Donc, il y a énormément de choses, en effet, sur les sites Internet. Et c'est pour ça qu'il faut soigner son site Internet pour qu'il soit clair et que le parcours client soit facile, tout soit facilité. Je dirais que c'est ça le plus important maintenant. Et qu'on ne peut plus ne plus avoir de site Internet à l'heure actuelle. C'est quand même devenu primordial. Il y avait Oui, encore c'est beaucoup vrai. d'entreprises qui n'avaient que des profils LinkedIn et pas des petites entreprises, hein. Pas forcément de site Internet. Et pourquoi les entreprises ont si résistance à voir les sites Internet, les TPE, les Ça TPE, les commence avec des petites? petites sociétés au départ pendant 1 ou 2 ans c'était pas la priorité, hein. Généralement, c'était plus de trouver des clients. Et après, elles faisaient leur site 2 ans après. Et par exemple, des cabinets d'avocats pour qui je travaille n'avaient pas de site Internet, mais avaient des profils LinkedIn. Donc, en fait, LinkedIn a pas mal remplacé les sites Internet. Et là, on revient à ce qui se faisait avant avec beaucoup plus de sites web. Et voilà, ça a un petit peu changé. Tu as bien parlé, il y a des professionnels libéraux qui sont Oui. plus durs à convaincre dans la création d'un parcours client qui crée les valeurs vraiment. Par exemple, je vois qu'il y a des docteurs, dentistes, médecins, des avocats qui ne sont pas encore préoccupés avec les parcours clients dans l'Internet, sont plus préoccupés par rapport à l'indication. Oui, tu as Mais tout à je fait pense que raison. les gens, oui, vont se certifier, vont confirmer ce qu'ils reçoivent d'informations sur l'Internet, n'est-ce pas? Tout à fait. En fait, moi, je travaille avec des cabinets d'avocats, avec des avocats au maximum 4 personnes, hein, entre 2 et 4 personnes, et parfois des gens seuls, qui veulent refaire leur site Internet. Et moi, je les traite vraiment comme une plateforme de marque, c'est-à-dire que je leur dis de mettre vraiment, on travaille beaucoup sur les valeurs, la vision de l'entreprise, la mission et les valeurs
pour arriver après à les mettre sur leur site internet, les énoncer, surtout pour un avocat. Et on se rend compte que les cabinets d'avocats ont tous les mêmes valeurs. Donc, en fait, ils ne savent pas ce que c'est que des valeurs. Elles ne sont pas partagées. Donc, on travaille beaucoup sur l'importance des valeurs, comment on fait, comment ça se partage et qu'est-ce que c'est, en fait. Et quelle est ma mission au jour le jour, pourquoi je me lève le matin pour aller travailler. Et quand on sait tout ça, voilà, ça peut être mis sur le site internet. Et l'intérêt, quand même, de communiquer et de le partager, c'est qu'on va attirer des clients qui ont les mêmes valeurs. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Et c'est ça qui va être intéressant après dans l'expérience qu'on va faire vivre. Et on sera, c'est important que les salariés d'une entreprise partagent les mêmes valeurs. Aussi, ça fait partie de l'expérience client les collaborateurs, s'ils ont des valeurs communes, vont pouvoir les transmettre à leurs clients extérieurs. Et donc être à l'aise après, beaucoup plus à l'aise avec ces clients-là. Je trouve que ça fait partie des choses les plus importantes au départ de l'expérience client. C'est toujours comment approcher plus les clients de ce qu'on fait, nous montrer comment vraiment on offre les services, mais par rapport à des valeurs humaines, les valeurs humaines. Les valeurs humaines, oui. Oui, voilà. Mais quels sont les défis aujourd'hui de la gestion de l'expérience client? Qu'est-ce que tu vois, Emmanuel? Oui, comme défi dans l'expérience client. Tu travailles beaucoup sur des salons, n'est-ce pas? Les salons, est-ce qu'ils sont adaptés à vivre vraiment une bonne gestion de l'expérience client? Alors oui, ils sont adaptés pour le faire. Ils ont tous les moyens pour le faire, mais historiquement, ils se sont axés sur la finance, en fait, le faire rentrer des exposants, de faire adhérer pour que la surface du salon soit remplie. Il n'y a plus que ça qui les intéressait pendant des années. Et depuis le Covid, tout a changé parce que pendant 2 ans, il n'y a pas eu d'événement en France, il n'y a pas eu de salon. Donc, ils ont eu le temps de réfléchir et de se dire, mais finalement, est-ce qu'on est toujours attractif pour les visiteurs? Est-ce qu'on leur apporte toujours une vraie valeur ajoutée ou pas? Et en fait, ils se sont rendus compte que pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont chercher des informations sur Amazon, qui vont acheter au lieu d'aller dans les salons grand public, ou qui vont aussi chercher des informations au lieu d'aller sur des salons professionnels sur Internet. Donc, il y a toute cette concurrence-là qui n'existait pas forcément avant. Et en plus, l'expérience client, elle n'est pas du tout, que ce soit pour des exposants ou des visiteurs, elle n'est pas prise en compte. Donc, ils sont, quand je dis pas prise en compte, c'est-à-dire qu'on ne fait pas très attention à ce qu'ils vivent, quels sont les points noirs, quels seraient les points, les obstacles à leur parcours de visite ou leur parcours pour exposer. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, depuis le pré-enregistrement d'un visiteur sur un événement jusqu'à son arrivée sur le salon, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout prises en compte. Et par exemple, on le fait attendre à l'accueil d'un salon pendant 20 minutes. Maintenant, les gens ne veulent plus attendre. Donc depuis le Covid, c'est encore pire. Et puis, il y a beaucoup de contrôles aux entrées. En France, on ne rentre pas sur un salon comme ça. On a des contrôles aussi liés aux attentats. Donc, on regarde les sacs, on regarde. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses pénibles. Et parfois, quand on arrive en train, il faut après prendre un car ou il faut prendre un tramway. Le trajet peut être long. Et quand on arrive sur place, personne ne nous offre de café. On fait une longue queue. Et après, quand on arrive dans le salon, on se perd complètement. Il n'y a pas forcément d'application pour te guider dans le salon. Tu ne trouves pas les toilettes. Il y a plein de choses. Les restaurants sont toujours les mêmes et assez nuls. Voilà. Donc, tout ça, les gens n'en veulent plus. Et comme le consommateur a changé, il faut que l'expérience client, elle soit au rendez-vous, qu'ils vivent quelque chose d'extraordinaire pour pouvoir en parler, recommander et revenir. Et c'est pareil pour tout service, en fait, finalement, que ce soit l'événementiel ou autre chose. Et on ne veut plus subir les points noirs, les obstacles qui font qu'on peut avoir un peu d'agacement ou d'énervement. Et dans l'événementiel, ça étonne qu'il n'y a pas vraiment cette gestion de toute l'expérience, parce qu'un salon, c'est de l'expérience, c'est une activité qui donne vraiment, qui bouge avec les contacts plus personnels, les relations, les émotions. Il faut faire attention à tout ça. L'engagement, c'est pas courant du tout. Donc, c'est quelque chose que je voudrais travailler et qu'on pourrait travailler ensemble.
Oui, avec plaisir. Et quelles sont les principales difficultés que tu vois pour avoir une bonne gestion de l'expérience client dans les contextes français? Voilà. Alors, les principales difficultés, c'est en fait, je dirais que c'est le désir d'investir et de faire comprendre à quoi ça sert. Pour moi, la difficulté, c'est ça. C'est faire comprendre quelles sont les transformations que ça peut amener. Est-ce qu'on peut gagner des parts de marché? Est-ce qu'on peut gagner en chiffre d'affaires? Voilà, une fois qu'on a expliqué à quoi ça sert, qu'on a eu des témoignages d'autres clients peut-être qui viennent persuader tes clients que ça peut être intéressant, ils sont prêts à investir sans problème. Mais je pense qu'on n'a pas en France cette culture client, cette culture du client. Donc, si on nous dit d'investir parce qu'il faut investir, on ne va pas le faire parce que voilà, ça devient une obligation. Mais voilà, quand on commence à voir qu'on a des résultats qui baissent, qu'on perd des parts de marché, qu'on a moins d'exposants, moins de visiteurs sur un salon, on va s'interroger sur l'expérience client et la culture client, mais uniquement dans ces cas-là. Donc, c'est ça que je trouve un peu dommage, alors que ça devrait être systématique. Donc, la difficulté, elle est de faire comprendre l'intérêt qu'on peut rapidement faire comprendre si l'entreprise est en difficulté. Oui, la culture client, c'est quelque chose qui, en France, ça me choque aussi parce que pour moi, c'est quelque chose de très fort. Quand on rentre dans un magasin proche de la fermeture et on est presque, par exemple, forcé à sortir, même sans faire déjà ça, parce que les magasins ont besoin fermés. Donc, ce sont des choses qui, dans les pays latins, dans les pays d'Amérique latine, on n'est pas habitué avec ça. On est habitué un petit peu avec les... Je ne sais pas si c'est la meilleure chose aussi dans les côtés entreprise, c'est plier aux besoins du client, vraiment s'adapter. Et cette adaptation, par exemple, c'est un petit peu différent à niveau culturel aussi. Oui, tout à fait. C'est culturel, comme dans les systèmes anglo-saxons où le client est roi. Et c'est ce qui m'a toujours frappé en Angleterre ou aux États-Unis, même au Canada, alors qu'en France, on nous met un coup de pied au derrière quand on arrive dans un magasin un quart d'heure avant en nous disant « mais qu'est-ce que vous faites là? Repartez ». Et pareil, je crois que c'est pire. On est quand même le premier pays en gastronomie, mais on est très mal reçu dans les restaurants. C'est rare d'avoir... Maintenant, il y a des jeunes qui installent, qui créent des nouveaux restaurants avec ce concept de culture client, mais c'est quelque chose qui est très très loin de notre culture. Donc c'est ça qui est difficile aussi. C'est pour ça que c'est un pays où l'expérience client, où on a tout à faire. Il y a un boulevard, il y a plein de choses à faire, mais il faut arriver en effet à faire comprendre l'intérêt. C'est toujours ça. À changer, parce que l'expérience client, c'est une culture. Comme tu as bien dit, c'est basé aux valeurs, à la mission de l'entreprise. Pourquoi elle sert, pas qu'à vendre, pas qu'à faire du chiffre d'affaires. Tout à fait, oui. Avant le chiffre d'affaires, c'est penser au client, parce que c'est les clients qui donnent le chiffre d'affaires. Tout à fait. Oui, c'est ça. Penser au client dès le départ et ne pas arriver en pompier, ce que j'appelle en pompier, c'est-à-dire après que tout soit catastrophique, tu vois. Quand un pompier arrive, c'est parce qu'il y a le feu. Eh bien, quand tu es dans une entreprise, c'est pas au moment où tu n'as plus de clients qu'il faut faire appel à quelqu'un qui s'occupe de l'expérience client. C'est bien en amont, avant, qu'il faut la penser à toutes les étapes et dès le début. Pour moi, c'est ce que je pense. Ça arrive beaucoup aux petites entreprises, n'est-ce pas? Quand tout va très mauvaise, là, ils appellent le secours, mais on a besoin de tout changer. Voilà. C'est pas si simple. C'est ce qu'on appelle arriver en pompier, tu vois, faire le pompier avec le lance-flamme. Ou comme un avocat qui est appelé que quand il y a un souci, alors qu'ils font du conseil. On fait du conseil et c'est pas pour rien. Et le conseil, c'est d'avoir une culture client positive. Et parfois, c'est très simple. Il y a des choses très simples à faire, tu vois, qui ne sont pas coûteuses et qui peuvent être, y compris dans son site internet, dans la refonte de son site, où il peut y avoir des sites tellement inefficaces et des extranets qui sont affreux et qui énervent le client et qui n'a plus envie de travailler avec vous à cause de ça. Donc, des tas de choses. Et ça commence quand tu arrives dans l'entreprise, la façon dont tu es reçu par les hôtesses, quand tu as un rendez-vous, le salon d'attente. Enfin, voilà, il faut voir tous les points de contact avec le consommateur
qui doivent être nickel. C'est vrai. Tout doit être parfait pour les contacts clients. Doit être parfait. Oui, voilà. Et quelles sont les consignes que toi, tu dirais aux entreprises, principalement pour les petites entreprises et pour les professionnels libéraux, pour bien travailler sa gestion de l'expérience client? Pour bien travailler les consignes, alors là, oui, moi je parle souvent d'être clair, d'être précis, d'être simple, en fait, faire des choses très simples, qui commencent par déjà la communication, et puis après avoir des outils qui sont simplifiés au maximum donc pour le savoir, pour comprendre quels sont les outils qui seraient adéquats, c'est faire des enquêtes qualitatives. Moi, je passe par des enquêtes, voilà, j'en fais très facilement au téléphone ou administré par mail, pour comprendre déjà, écouter, être dans l'empathie avec ses clients. C'est la première chose, la première clé, quoi. Et après, il en découle tout le reste, hein. Mais si on regarde pas ce que font nos clients, comment ils vivent, et voilà, il faut étudier les personas. Tu sais, on parle de personas en digital, mais c'est important de connaître avant ses cibles, son segment de clientèle, comment il pense, comment il vit, qu'est-ce qu'il aime, comment il lit un journal ou pas, est-ce qu'il écoute une radio, est-ce qu'il lit... Il faut qu'on sache tout de lui pour après comprendre comment on va arriver à lui vendre telle ou telle chose et comment il va accepter ton offre. Voilà. Jusqu'où il peut aller, y compris le prix, l'offre, le produit, le service. C'est un petit peu ça. Mais c'est d'abord la connaissance client avant. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est simple. Je pensais que... Mais les secrets, c'est bien connaître les clients et savoir bien ce qu'on peut les apporter et simplifier. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Simplifier les choses. Oui. Super. C'est ma vision. Oui. Donc, merci beaucoup, Emmanuelle, pour ta vision de l'expérience client. Merci beaucoup d'accepter être la première invitée ici au Happy Talks. Où est-ce que les personnes peuvent rencontrer Emmanuelle? Alors, à Paris. On peut venir à Paris chez moi. Sinon, j'ai ma société s'appelle eMarketcom. Je vais mettre au commentaire. Voilà, Marketcom. Et j'ai une adresse mail que tu peux leur donner. contact@emarketcom.com. Ah, super. Voilà. Merci beaucoup encore. Je t'en prie, Juliana. Bonne journée. Et bonne journée à vous aussi. Et à très bientôt.